Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du vendredi 21 juillet 2023. Dans les actualités de ce jour, page politique, comme d'habitude, pour commencer. La délégation du Parti communiste chinois au PPC est actuellement dans nos murs. Le ministre du département de la liaison internationale du comité central du PPC, Liu Jianchao, est à la tête de la délégation. Le président de la République, Anh Razueln, a reçu cette délégation aujourd'hui. Dans la foulée, le ministre Liu Jianchao a félicité particulièrement le président Anh Razueln pour les efforts et la construction de nombreuses infrastructures de proximité et celles inscrites dans le plan Émergence Madagascar. Reportage de Judikel Ringenirine et Inde Rajajabé. Le renforcement des relations et la coopération entre la Chine et Madagascar ont été au cœur des discussions durant la rencontre du président de la République de Madagascar et la délégation du Parti communiste chinois dirigée par le ministre du département de liaison internationale du comité central du Parti communiste chinois, ou PPC, Liu Jianchao, aujourd'hui au palais d'État d'Ambotsroich. C'est la première série de visites internationales que le PCC fait depuis la fin de la Covid et Madagascar fait partie des premiers pays qu'ils ont tenu à visiter. Preuve de la solidité des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays, selon les explications. Une occasion également pour les deux parties de faire l'état des lieux de la coopération sino-malagasy, des projets en cours, des sujets avancés et de ceux qui nécessitent un suivi particulier. Le ministre Jianchao a tenu à saluer les efforts considérables menés par le président Razueln depuis le début de son mandat, notamment en termes de construction d'infrastructures essentielles pour la population malagasy, ainsi que sa vision dans le cadre du plan Émergence Madagascar. Il a également souligné le potentiel immense de Madagascar, qui selon lui est une perle rare au cœur de l'océan Indien, une île riche de ses terres et de sa population. La partie chinoise a donc manifesté son intérêt pour accompagner le développement du pays en contribuant à des projets d'envergure structurant Madagascar dans 5 secteurs clés, à savoir l'agriculture, les infrastructures routières, l'énergie et la bonne exploitation des minerais et les infrastructures ferroviaires. Toujours dans cette page politique, parlons justement de la liste électorale. Le nombre des électeurs inscrits à l'issue de la refonte totale de la liste électorale a atteint les 11 millions selon les chiffres officiels sortis par la Commission électorale nationale indépendante aujourd'hui. Le taux d'inscription à la liste électorale a augmenté pour les 5 provinces, outre Antananarivo qui a connu 240 451 électeurs de moins comparé au RAL 2021-2022. C'est Nouranir Lint nous en dit plus. 81,25%, soit un total de 11 043 836, tel est le nombre des citoyens inscrits à l'issue de la refonte totale de la liste électorale, selon les chiffres officiels sortis par la Commission électorale nationale indépendante, ou CENI aujourd'hui. Voici la répartition selon chaque province. Fianarantsoa, 210 847 électeurs, Mahajanga, 1 381 141, Tuamasna, 1 685 545, Antsranan, 844 545, Tuliar, 1 631 637 électeurs, et pour Antananarivo, 3 393 121. Ces chiffres reflètent l'augmentation du taux d'inscription des électeurs dans la liste électorale pour les provinces de Fianarantsoa, Mahajanga, Tuamasna, Antsranan et Tuliar. Antananarivo a connu néanmoins une baisse, soit 240 451 électeurs de moins que lors du RAL 2021-2022, selon les explications. Dans la foulée, 51,46%, soit 5 568 379 électeurs sont des hommes et 48,54%, soit 5 360 757, selon toujours les chiffres officiels sortis par la Commission électorale nationale indépendante ou CENI aujourd'hui. Et la ministre des Affaires étrangères a saisi la célébration de la fête nationale suisse pour rappeler l'importance des relations solides entre Madagascar et la Suisse, fondées sur des décennies de respect mutuel et de confiance. Des liens qui se sont développés à travers une coopération pour le développement des échanges commerciaux et des initiatives culturelles démontrant l'engagement de la Suisse envers les pays africains. Reportage signé Miervulasfer et Nebras Denilson. Dans un contexte géopolitique mondial complexe, la ministre des Affaires étrangères Yvette Silla a souligné la valeur commune partagée par Madagascar et la Suisse, telle que le respect des droits de l'homme, la promotion de la démocratie et la recherche de la paix mondiale par des moyens diplomatiques et pacifiques.
Par rapport au contexte électoral, elle a insisté sur le fait que Madagascar compte sur le soutien et le rôle constructif de ses partenaires en vue de préserver les acquis démocratiques au moment où elle s'apprête à tenir des élections dans les meilleures conditions. Alors, la coopération entre Madagascar et la Suisse est une coopération qui, je dois dire, est exemplaire. La Suisse fait partie de ces pays qui ne parlent pas beaucoup, qu'on n'entend pas, mais qui travaillent dans plusieurs domaines de coopération, par exemple économique, notamment dans le cadre de la coopération décentralisée, institutionnelle. Donc ils aident les communes, ils aident les régions. La Suisse aide également les femmes, les jeunes, plus particulièrement. Donc une coopération multiforme qui va dans... Je n'ai fait que citer quelques exemples, mais je dois dire que c'est vraiment une coopération exemplaire, celle qui nous lie à la Suisse. Par ailleurs, l'ambassadeur de la Confédération suisse a indiqué que la Suisse encourage et soutient Madagascar pour la tenue d'élections équitables, transparentes et inclusives. Il convient de noter que la Suisse et Madagascar ont une longue histoire commune de coopération, notamment depuis 1961, date du début des relations diplomatiques entre les deux pays. Dans les actualités sociales, les travaux de réparation d'une conduite d'eau approvisionnant un Ouest, un Pitataf qui Pachan, ont été achevés hier après-midi. Le ministre de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, Fignia Vravouk, a effectué une visite à Nouzat pour constater l'avancement des travaux de réparation de cette conduite d'eau. Toujours un reportage signé Miarvratsfer et Bras Denilson. Cette fuite est due à la vétusté des infrastructures. Ces tuyaux sont reliés au réservoir de Fiadanen et au surpresseur d'Anouzat. La coupure d'eau est due à l'instabilité de la pression causée par la coupure d'électricité. Les travaux de réparation ont été entrepris par les techniciens de la Jirama depuis 8 heures jusqu'à 16 heures. Toutefois, le ministre de l'eau a souligné qu'à chaque fois que les techniciens rétablissent l'eau après la coupure, il se pourrait que la couleur de l'eau change. Il est donc recommandé de la faire couler pendant un certain temps et de préférence ne pas la jeter mais la récupérer dans une bassine ou un seau et cela jusqu'à l'obtention d'une eau de couleur claire et transparente. Il convient de souligner que cette conduite d'eau assure l'approvisionnement des quartiers d'Anouzat-Ouest, Pitatavk et Fénorive. Néanmoins, actuellement, il existe le projet d'unité de traitement containerisé d'Antanmenakel qui pourrait atténuer la coupure d'eau. Et suite à la visite du ministre de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène à Antsran, dans la région d'Iana, en juin dernier, pour résoudre le problème du pénurie d'eau dans cette localité, le Conseil des ministres a approuvé les travaux urgents qui doivent être réalisés. Il a également été approuvé l'octroi de l'autorisation des mesures particulières pour l'organisation d'un marché public afin de pouvoir procéder d'urgence aux travaux. Mervoulat Sferen nous en dit plus. Lors de la visite du ministre de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène Fignia Vravouk à Tiranan, région d'Iana, en juin dernier, il a été constaté la nécessité et l'urgence des travaux dans la première partie afin d'améliorer la station d'épuration PK7 pour pouvoir augmenter la capacité de traitement de 200 m3 par heure à 750 m3 par heure. Il existe également des problèmes particuliers dans les Foukoutins de Mangarivch, Tanambao-Tsein, Tanambao-Nord et Marmanir qui nécessitent des travaux urgents. En conséquence, le Conseil des ministres a approuvé ces travaux avec le budget du ministère de tutelle. Le Conseil des ministres a également approuvé l'octroi de l'autorisation d'effectuer une procédure particulière pour l'organisation d'un marché public, réduisant ainsi le délai d'appel d'offres à 15 jours afin de pouvoir procéder en urgence aux travaux. D'autre part, le Conseil des ministres a approuvé une procédure particulière pour l'attribution de marchés publics, réduisant le délai d'appel d'offres à 15 jours afin de pouvoir procéder en urgence aux travaux d'approvisionnement en eau potable à Mandjitsar. Cela afin de résoudre le problème du manque d'eau dans cette localité, notamment en cette saison sèche. Un budget est déjà alloué à cet effet au sein du ministère de tutelle. Jusqu'à 31 014 habitants bénéficieront de cet approvisionnement en eau potable. Le Conseil des ministres a également approuvé la prise en charge par le gouvernement malagasy des taxes et droits de douane pour l'importation de marchandises de l'étranger, notamment des 12 colis dans des kits d'analyse d'eau qui sont un don de l'UNICEF qui servira à purifier l'eau en milieu rural.
Dans les actualités de ce jour également, c'est l'examen du baccalauréat. Plus de 90% des candidats au baccalauréat général dans toute la grande île ont choisi de refaire la matière histoire-géographie ce matin, selon les estimations. La décision de l'État de refaire l'épreuve de l'histogéo a été bénéfique pour les candidats car l'incident de mercredi les a perturbés selon les explications. Certains des élèves que nous avons interrogés au centre d'examen Gigi Rabé-Hervé ont affirmé que le sujet d'aujourd'hui a été plus facile que celui de mercredi. En résumé, ils ont été satisfaits de ce qu'ils ont fait lors des épreuves de ce baccalauréat et espèrent réussir. Reportage signé Sylvain Andienne Martina sur les images de Zara Janso. Il est plus de 10 heures, 3 heures après le début de l'épreuve de la matière histoire-géographie. Les candidats commencent à sortir des salles d'examen ici au centre Gigi Rabé-Hervé. Ils étaient nombreux à repasser l'épreuve d'histogéo. Selon nos sources au sein des centres d'examen, le nombre des élèves qui ont repassé la matière histogéo a atteint les 90% ici au Gigi Rabé-Hervé. Et ce serait également la même proportion dans les autres centres d'examen dans toute la grande île. Les candidats avaient besoin de repasser la matière histoire-géographie après l'incident de mercredi dernier pour être plus rassurés dans l'attente des résultats de l'examen. Certains des candidats que nous avons interrogés aujourd'hui ont affirmé que ce dernier sujet a été plus facile à traiter. Les 2 notes des candidats durant l'épreuve de l'histoire-géographie seront considérées. Ce sera la meilleure note qui sera prise en compte. Pour la catégorie baccalauréat général, les épreuves se termineront par le PS théorique cet après-midi. Pour la technique, elles se poursuivront lundi et se termineront le 27 juillet. Comme à l'accoutumée, la correction des copies durera 1 mois. Et 2/3 des médecins membres de l'Ordre des médecins de Madagascar travaillent dans la région Analamanga. Cependant, leur effectif est encore insuffisant par rapport au nombre de la population. Une réunion de tous les médecins de la région d'Analamanga s'est tenue aujourd'hui lors de la célébration de la journée des médecins. Reportage de Radhramananzatouf et d'Anzara Zanarvel. Il y a environ 4000 médecins inscrits au registre des ordres des médecins de Madagascar actuellement, dont plus de 2800 travaillent dans la région Analamanga. Au vu de ce chiffre, un médecin s'occupe de près de 200 000 habitants, ce qui signifie que l'effectif des médecins est encore insuffisant par rapport au nombre de la population. Aujourd'hui a été célébrée la journée des médecins pour la région Analamanga et une réunion a été organisée par l'ordre des médecins au stade Baria Mamas à cet effet. La liberté et les limites dans le domaine de la médecine à Madagascar a été le thème pour cette journée des médecins. Une conférence débat a également eu lieu ce jour ainsi qu'une exposition. La journée des médecins est célébrée chaque 3e vendredi du mois de juillet pour la région Analamanga. Le but est de renforcer la solidarité entre les médecins. Passons à présent aux actualités internationales convoquées au beau milieu de l'été. Les élections législatives espagnoles de dimanche ont forcé plus de 2 millions d'électeurs à voter par correspondance. Vacances oblige, une particularité qui nourrit l'idée d'une supposée manipulation exploitée par la droite et l'extrême droite. France 24. Serein, il croit en son moment. Alberto Núñez Feijóo, le chef du Parti populaire, en a d'ailleurs fait son slogan de campagne. Nous sommes à un pas du changement, de l'illusion à l'espoir pour l'Espagne. Mais si les sondages le donnent gagnant, pas sûr que le Parti populaire puisse gouverner seul. Et une alliance avec l'extrême droite de Vox n'est plus un tabou. Les 2 formations ayant conclu des pactes dans 140 villes lors des dernières municipales au mois de mai. Une situation qui met Alberto Núñez Feijóo mal à l'aise. Si, comme cela semble être le cas, le Parti populaire gagne et a plus ou moins besoin de Vox pour former un gouvernement, il devra répondre aux attentes de l'opinion publique. Feijóo a déclaré l'autre jour dans une interview qu'il parlerait aux dirigeants socialistes. Eh bien, il faudra qu'il le fasse. Les socialistes qui, eux, croient encore en leur chance. Le Premier ministre sortant, Pedro Sánchez, a tenté un coup de poker. Fort d'un bon bilan économique, il a convoqué des élections législatives anticipées en plein été. Il joue sur l'épouvantail de Vox pour mobiliser son électorat, dont une grande partie serait encore indécis. Inlassablement, à chacun de ses meetings, il rappelle les propositions anti-LGBT+, ou encore la volonté de la formation d'extrême droite de sortir d'accords internationaux contre le réchauffement climatique.
Nous allons gagner ces élections parce que le Parti populaire arrive complètement épuisé. Et nous, c'est la remontada. Est-ce que cela sera suffisant pour espérer rester au pouvoir? Réponse dimanche, à l'issue du scrutin. Et le mystère reste entier hier sur le sort du soldat américain entré de son propre fait en Corée du Nord. Les États-Unis s'inquiétant pour son bien-être et multipliant les contacts sans succès pour l'instant. France 24 nous en dit plus. Sur cette photographie prise mardi, Travis King en polo et casquette noire. Le soldat américain est au milieu d'un groupe de touristes et participe à une visite de la zone démilitarisée. C'est ce jour-là qu'il échappe à la surveillance des gardes et s'enfuit côté nord-coréen. Depuis, plus aucune nouvelle. Pour ses proches, l'inquiétude est immense. Je veux juste que mon fils revienne. Ramenez mon fils à la maison. Difficile pour l'heure de comprendre les motivations du jeune homme, mais selon la police sud-coréenne, le soldat Travis King avait commis plusieurs délits. Il avait notamment été condamné à 2 mois de prison pour avoir agressé un Sud-Coréen dans un club de Séoul. C'est pour échapper aux sanctions disciplinaires qui l'attendaient aux États-Unis qu'il aurait pu avoir pris la fuite. Seule certitude aujourd'hui des autorités américaines, le soldat est bel et bien détenu au sein de la dictature militaire la plus fermée au monde. Fait savoir à la Corée du Nord que le soldat King avait traversé la frontière de son propre chef et que nous voulions qu'il revienne sain et sauf. Nous avons également demandé plus d'informations sur son état de santé. Pour l'heure, Washington dit ne pas avoir reçu de réponse de Pyongyang. Reste à savoir comment le régime nord-coréen communiquera sur cette affaire. Je pense que l'image de sa capture à la télévision nord-coréenne nous dira si les Nord-Coréens ont décidé qu'il s'agissait de quelqu'un qu'ils voulaient garder ou utiliser ou renvoyer aux États-Unis pour en tirer un certain profit. Travis King est le 7e militaire américain à passer au nord depuis la guerre de Corée. Sa fuite intervient au moment où les relations entre Washington et Pyongyang sont particulièrement tendues. Le jour même, la Corée du Nord a procédé à 2 tirs de missiles balistiques en mer du Japon. Et dans la région de Kharkiv, l'armée russe est passée à l'attaque. L'Ukraine affirme que dans cette zone, Moscou a concentré un nombre important de soldats et d'équipements militaires et que ses troupes avancent vers la ville de Kupiansk, reconquise par l'armée ukrainienne lors de sa contre-offensive il y a un peu moins d'1 an. France 24 toujours. À l'est de Kupiansk, les combats d'artillerie font rage. Par là, à 15 km, c'est la région occupée de Louhansk. La ligne de front est à 8 km. Leur artillerie pilonne nos villages, alors que les combats se déroulent là-bas. Nous avons la rivière Oskil. Peut-être que les envahisseurs veulent faire de cette rivière la ligne de front. En septembre 2022, des soldats ukrainiens se sont photographiés devant la mairie de Kupiansk, libérée pendant les premiers jours de la contre-offensive dans la région de Kharkiv. Mais depuis, les Russes n'ont jamais laissé cette ville en paix. Cela fait des mois que Kupiansk est bombardée. Dernièrement, les tirs se sont intensifiés. Je suis allé voir un de nos soldats et je lui ai demandé « Qu'allons-nous devenir ?» Il m'a dit « Un nouveau Bakhmout ». Les autorités municipales ont déménagé leurs bureaux dans ce sous-sol. En plus des tirs, ils sont la cible d'attaques informationnelles de la Russie. Ils propagent de fausses informations pour semer la panique parmi la population. Voilà par exemple, ils disent que les autorités de la ville sont en train de fuir, que nous nous barrons. Bien sûr, quand les gens lisent ça, ils pensent que tout va vraiment mal. Oui, c'est dur. Les Russes renforcent leurs effectifs et leur matériel. Mais on va s'en sortir. Et petit à petit, on va reconquérir toutes les villes occupées. En ville, les employés municipaux mettent de l'ordre, comme pour conjurer la guerre. Je ne sais pas si c'était un tir entrant ou sortant, je ne sais pas les reconnaître. Bien sûr, nous sommes inquiets, mais il faut bien travailler. Jusqu'à présent, les Russes n'ont jamais reconquis une ville reprise par les Ukrainiens lors de leur contre-offensive l'an dernier. À Kupiansk, ils essayent.
Sur ce, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre attention. Restez avec nous. Dans quelques instants, vous allez suivre l'émission Data avec Jean-Claude Adjemalal. Sur ce, très bonne continuation et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.